La douceur des belles-mères, une causerie pour se faire du bien. Bonjour et bienvenue dans La douceur des belles-mères, une causerie pour se faire du bien, épisode 3. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la phrase « Tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant ». Qu'est-ce que cette phrase peut vouloir dire? Qu'est-ce que cette phrase vient susciter en nous? Comment la déconstruire, la décortiquer, l'aborder et aussi comment on peut y répondre? Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Eh bien, je pense qu'effectivement, on a 1000 façons d'y répondre en fonction, de comment on la reçoit. D'abord, cette phrase et de ce qu'elle vient, percuter en nous, de ce que ça vient ébranler ou pas, selon notre histoire, notre contexte, selon, le soutien qu'on a ou pas du papa de nos beaux enfants, selon la personne de qui ça vient. Voilà, ça va nous toucher, à des niveaux différents, de façon différente. Et puis ça dépend aussi à quel moment on va le recevoir, hein, dans quel état de fatigue ou d'épuisement moral ou psychique on est, au moment où cette phrase, nous arrive. Et donc il y a plein de façons d'y répondre, mais il y a surtout plein de façons de la recevoir. Et je crois que déjà rien que, toutes les 2, on a 2 histoires très, très différentes. Déjà initialement, toi, tu étais pas maman, quand tu es devenue belle-mère. Moi, j'étais déjà maman, avant de devenir belle-mère et rien que ça change, énormément de choses. Et moi, j'ai un autre rapport à cette histoire puisque je l'ai pas entendue moi, forcément, en tant que belle-mère. Mais par contre, j'ai entendu ma belle-mère, celle qui m'a élevée, de mes 5 ans à mon départ de chez moi, l'entendre. Hem et donc du coup, j'ai une autre perspective sur cette phrase. Toi, ouais, ça m'intéresse de savoir, c'est quoi ton histoire avec cette phrase-là? Ouais, moi je l'ai pas entendu directement, même si par contre je pense que je me la suis dit plein de fois. Et oui. Tu vois? Parce que, avant d'être, maman, je visualisais du coup, la mère de mon beau-fils comme étant presque, supérieure, Mmh. en tout cas sur ce point-là. Elle était maman, je ne l'étais pas Mmh. et donc il y avait un truc que j'avais pas, quoi et donc je l'ai pas entendu moi directement, je l'ai entendu plus dans le sens, «Quand tu auras des enfants, tu penseras différemment», donc ça avait été une fois dit par ma belle-mère. Donc je vais resituer un petit peu le contexte. Donc on devait partir en vacances avec, mon beau-fils. Voilà et je disais rien à personne à part mon mari, mais en vérité, voilà, j'étais vraiment terrorisée de partir en vacances à ce moment-là. J'étais dans un Mmh. état d'épuisement, fou. J'avais passé une année super difficile, entre, voilà, les soucis avec, la mère de mon beau-fils, le boulot, enfin, vraiment c'était une période compliquée et on devait partir avec lui et j'anticipais, grandement mon non-repos. J'anticipais, voilà, c'était très mélangé, hein, dans ma tête et dans mon cœur. J'avais à la fois du rejet, de la colère, de la tristesse, j'avais peur, mais j'avais aussi tout un pan de moi qui culpabilisait énormément, qui avait honte de ressentir ça, enfin, un joli florilège, quoi et je sentais que ces vacances-là, j'allais encore dépasser mes limites et que ça allait être encore un sacrifice pour moi et bref. Enfin, il y avait mon chat qui était là. Je lui fais un câlin et puis, je lui dis qu'il allait me manquer, quoi. Parce qu'à cette époque, mon chat, c'était tout, quoi. C'était mon thérapeute, mon Mmh. confident, mon doudou, mon déclencheur d'ocytocine, l'hormone du bonheur. Enfin voilà, c'était mon chat, quoi. Et m'imaginer que j'allais le laisser là pour partir en enfin, c'était pas des vacances pour moi, tu vois? Ouais. Et là, il y a ma belle-mère qui me dit, parce que du coup, elle était là et elle me regarde et elle me dit: «Eh oui, tu pas maman. Tu diras plus ça, tu verras quand tu auras des enfants, ton chat, il sera Oh moins là là. important, quoi». Oh. Tout en regardant mon beau-fils qui jouait dans le jardin, voilà et Mmh. chose que moi j'ai directement interprétée, à raison ou à tort, franchement, j'en saurais jamais rien parce que j'en ai pas parlé, avec elle sur ce moment-là. Moi, ça m'a sidérée, puis c'est une phrase qui m'a profondément touchée, donc j'ai rien dit. Mais moi, voilà, je l'ai interprétée comme, voilà, c'est pas tu vois, c'est pas ton fils, quoi et tu l'aimes pas comme si c'était ton fils et donc et puis voilà, ma pauvre fille, tu as que pour ton chat, quoi. Je l'ai un peu interprété comme ça, un peu: «Ma pauvre fille, tu as que pour ton chat» et ça m'avait tellement piqué. Moi, j'avais vraiment ce sentiment que j'allais au-delà de mes limites, que je sacrifiais tellement de choses à ce moment-là pour être avec mon mec, tout simplement, en fait Mmh. et
j'avais l'impression d'être là pour cet enfant sans y gagner rien. Et je sacrifiais mes vacances. Et puis là, on me balance ce truc, quoi. Ce truc que j'ai pris comme une Ouais. bombe. Et en plus, c'est complètement injuste parce que, en fait, bon, là, t'étais pas maman. Mais donc, du coup, t'étais chargée d'une espèce de fantasmagorie de la maman. Qu'est-ce que c'est une maman? Bah, une maman, est-ce que c'est supposé être quelqu'un qui part toujours le cœur léger et la fleur au fusil en vacances avec ses enfants, n'ayant jamais besoin de se reposer? Ben non, en fait. Oui, puis qui s'en fout de Donc, ses chats. Moi, je suis pas sûre que toutes les mères du monde s'en c'est foutent de ça, leurs chats, quoi. mais clairement pas. Et donc, il y a ce truc où c'est vrai que cette phrase, elle est venue te percuter parce qu'elle est venue s'immiscer dans quelque chose que tu pouvais avoir une croyance, en fait, que tu avais peut-être en toi une maman, ça vit toujours dans la félicité de sa maternité. Alors que non, en fait, quand tu es maman, ben, tu sais que parfois, tu as juste envie de partir sans tes enfants et que tu vas les refiler à tes parents ou aux parents de ton mec, même si tu peux pas les blairer, parce qu'en fait, tu veux partir en vacances sans tes enfants et pas devoir te soucier de faire à manger, de gérer un agenda, des activités pour que le ou les enfants s'amusent, enfin voilà, de faire des vraies vacances, du mental aussi. Et je trouve que voilà, typiquement, c'est venu à l'intersection de tes croyances à toi, qu'est-ce que c'est une maman, et puis une forme quand même un peu, voilà, c'est mon interprétation, mais d'hostilité de la part de ta belle-mère de te renvoyer au fait que tu n'es pas maman, quoi, et que tu devrais être tellement contente de partir avec ton beau-fils. Oui, Enfin, comme si oui, oui. il y a un reproche un peu larvé là-dedans, Mm. alors que, enfin, Mais je t'as pense le qu'il y droit de avait de pas le ça voir. parce que parce que j'avais beau essayer de le masquer comme je pouvais, autant que faire se peut, mes difficultés et ma souffrance par rapport à la situation. Je pense que ça se voyait et que Mmh. ça a fait réagir quelque chose chez elle aussi. Et, Mmh. je crois qu'en fait, ça m'a piqué pour plusieurs choses, quoi. Ça m'a piqué parce que j'avais l'impression d'être rabaissée. Et ça m'a Mmh. piqué parce que j'avais l'impression d'être rabaissée alors même que je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour mettre de côté ces parts de moi que j'avais pas envie de voir à cette époque-là aussi, tu vois. Je Mmh. crois qu'il y avait vraiment, aujourd'hui je le dis comme ça avec assurance, mais à cette époque-là, sans être maman, c'était vraiment très très difficile de reconnaître qu'il y avait des parts de moi qui avaient juste pas envie de partir en vacances avec mon beau-fils. Mmh. C'était super difficile, c'était honteux, Oui, c'est tu ça. vois. Mmh. Et donc quelqu'un qui vient mettre un peu le doigt sur ce petit truc-là, Il ça vient m'était pas appuyer là où ça fait confortable. mal. Ouais. Mmh. Ouais, ça m'était pas confortable. Je crois que ça touche vachement un peu aussi, enfin comment on va le recevoir, c'est très lié à notre confiance et notre estime de nous. Comment est-ce qu'on se positionne? Quelle est notre posture? Comment est-ce qu'on se C'est sent ça. être? Si on a une bonne confiance et une bonne estime de soi, je pense que c'est une phrase qui vient pas spécialement nous piquer. Mais pour peu que on se sente un petit peu en difficulté ou en infériorité, le fait de pas être mère par rapport à puis alors le mot, parce qu'il faut savoir quand même le mot utilisé pour celles qui n'ont pas d'enfants, c'est nullipare. Ah ouais, mais il est horrible ce mot. Il est horrible. Ah ouais. C'est juste affreux. T'as Et pas d'enfant, t'es nul. Je sais que ça ouais, ne veut pas dire ça, voilà. bien sûr Alors que ça moi, veut je pas le dire savais ça, pas ce mais mot, mais c'est parce que j'ai mmh. plusieurs belles-mères que j'ai accompagnées qui sont venues me dire, en tant que nullipare, on m'a déjà dit que je pouvais pas comprendre parce que j'avais pas d'enfant. En tant que quoi? Tu vois, au début, je me rappelle, en tant que nullipare. Ah oui, c'est vrai qu'on dit comme ça, mais mon Dieu, mais Ouais, quelle horreur en fait. horrible. Nullipare, voilà. Et je pense que, en tout cas, toutes les belles-mères qui m'ont dit l'avoir entendu, et alors la plupart du temps, c'est du conjoint. Mmh. Ah ouais? Elles l'ont Oui, entendu du conjoint. parce que du coup, c'est vrai que moi, c'est ce que je m'étais dit en réfléchissant un peu. Dans cette phrase, il y a quelque chose qui attaque et plus j'avance, j'arrive pas toujours à me le dire, mais plus je me rends compte quand même que dans toute phrase qui attaque, en fait, il y a une phrase de défense. Mm, Hem Et qu'en fait, avec cette phrase-là, oui, évidemment, on attaque l'autre dans ce qu'il n'est pas, et en plus, tu peux pas ne comprendre, il y a comme quelque chose de définitif. Enfin, parce qu'il y a un homologue à cette phrase qui est, «Tu comprendras quand tu auras des enfants», qui est un
un peu similaire, mais en même temps, on lui donne la chance à un moment de De comprendre. comprendre. Un jour, Voilà. si peut-être. Mais c'est vrai que dans cette phrase, moi, je vois aussi la défense. Et pour le coup, ça me renvoie plus à mon histoire, où je sais que ma belle-mère, elle a pu l'entendre, cette phrase, parce que moi, je l'ai entendue. Donc, si je l'ai entendue en tant qu'enfant, c'est qu'elle a dû être prononcée à ma belle-mère. Alors aujourd'hui que je suis belle-mère, je me dis: «Ah la pauvre, c'est pas facile». Mais en tant qu'enfant, moi, je sentais, bah, qu'on prenait ma défense Mmh. aussi. Parce que bon, alors ça appartient à ma belle-mère qui avait, une façon de comment dire? De nous rejeter, mon frère et moi, mon grand frère et moi, parce qu'on n'était pas ses enfants et ça rentrait pas dans son schéma. Elle aurait aimé être, une maman qui a un papa, qu'ils aient des enfants et nous, bah, on venait rappeler qu'il y avait eu une histoire d'amour avant et bah, on était là et il fallait faire avec nous et donc il y avait vraiment une relation assez conflictuelle où elle nous rappelait sans cesse qu'on n'était pas les bienvenus dans cette maison, que on n'était pas chez nous, alors qu'on était chez nous. Mmh. Que on était sales, méchants, mauvais, idiots parce que on travaillait pas assez bien à l'école ou qu'on était trop ceci, trop pas assez, que mon père ou mes grands-parents, enfin nos grands-parents étaient trop laxistes, que il fallait nous serrer la vis. Enfin voilà, elle avait toujours cette espèce de vision un peu que elle ferait autrement avec ses enfants, voilà, et que nous, on était mal élevés. Voilà, on était mal élevés. Et je sais qu'on lui a plusieurs fois dit, bah oui, mais tu peux pas comprendre, enfin, tu comprends. Elle, on lui disait plutôt, tu comprendras quand tu auras des enfants. Qu'en Mmh. fait, il y a des choses qu'on accepte et qu'on tolère quand ça vient de notre enfant ou quand il y a le lien, et puis il y a des choses qu'on rejette parce que justement c'est pas notre enfant et qu'on est obligé de vivre avec Mmh. et qu'on est obligé d'assumer les semaines paires, les semaines impaires ou bien les week-ends 1 sur 2 où on doit changer tout notre emploi du temps parce que il y a un gamin ou une gamine qui vient de l'extérieur et que nous enfin et donc je trouve que enfin moi en tout cas en tant qu'enfant elle a pu me faire du bien, cette phrase, parce que ça ramenait aussi une forme de responsabilité du côté de ma belle-mère. Alors, je sais pas très bien comment l'expliquer, mais du coup, c'était plus mon frère et moi qui étions mal élevés, insolents, je sais plus tout ce qu'il y avait, hein, mais il y avait un paquet de Mmh. choses qu'on était. C'était, ma belle-mère qui nous supportait pas parce qu'on n'était pas ses enfants. Et il y avait une part de vérité là-dedans qui, moi, en tant qu'enfant, me faisait du bien. Je dis pas que il y a toujours une part de vérité et je trouve que cette phrase, elle est hyper ambivalente. Elle est toujours maladroite, ça c'est sûr. Elle est parfois clairement hostile, ça c'est sûr aussi. Euh, mais parfois, j'entends aussi la volonté de celui qui la prononce de protéger soit de son enfant, quand c'est le père qui le dit, soit de ses petits-enfants, quand c'est les grands-parents paternels, par exemple, qui la prononcent, ou enfin voilà, ou de protéger un besoin aussi. Alors, je sais pas ce que ça pourrait être, mais je peux aussi entendre ça. Alors, enfin, pour autant, je continue à maintenir que c'est une phrase qu'il faut éviter de dire parce que elle rompt la communication. Puis même, je trouve Et qu'elle est et d'ailleurs quand tu en parles, ça me touche profondément et ça me rend triste parce que ça enferme dans des postures de victime et de bourreau. oui, c'est Et vrai. purée, mais mince quoi! J'ai envie de dire: «Mais Mmh. c'est quand qu'on va sortir de ça?» Parce que, si on reprend n'importe quelle situation, il y a pas de victime, il y a enfin, si on veut permettre à des situations de se désintoxifier, on va dire, parce Mmh mh. qu'imaginons que du coup, bah, il y a des relations qui sont un petit peu toxiques, qui abîment un petit peu le lien. Si on veut désintoxifier tout ça, pour moi, la clé, c'est quand même d'apporter de l'empathie à tout le monde et d'aider chacun à prendre en compte ses besoins sans être dans l'attaque de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, ta Mmh. belle-mère, elle a sûrement besoin d'un accompagnement pour comprendre comment faire autrement qu'en vous percevant comme, les bourreaux finalement, parce Mmh. qu'elle vous positionnait là, à un moment donné, comme ça et heu et cette phrase, je trouve qu'elle enferme. Elle enferme dans un truc où, finalement, ben, il y a quelqu'un qui a tort, l'autre qui a raison. Ouais, Mmh. mais quand on est en famille, le problème, c'est que si on est dans le même bateau,
étiqueter les gens comme qui a tort, qui a raison, au final, on y perd tous. Et je la trouve. Après, oui, voilà, je crois que de toute façon, à chaque fois qu'elle est dit, si quelqu'un l'entend, si vous êtes belle-mère et que vous l'entendez, je pense que c'est hyper précieux de se dire déjà que ça parle pas de soi, mais que ça parle de l'autre et que qu'est-ce que ça dit de l'autre? Probablement qu'il y a une peur. Enfin, moi, j'imagine que la première émotion qui est derrière cette phrase-là, c'est une peur. Et que c'est une phrase qui est là pour essayer de protéger quelque chose. Soit Oui, se c'est ce que protéger j'allais dire, ouais. soi, Un voilà. besoin de protection, ouais. Oui, parce que c'est ça, moi, tous les conjoints, tous les papas que j'ai accompagnés qui ont pu dire cette phrase-là, donc après, ils en reviennent, hein. Mais quand ils la disent, clairement, c'est parce qu'ils se sentent jugés, critiqués, attaqués, parce qu'ils ont l'impression que leur compagne, ils sont en train de lui faire des reproches, des critiques, qu'ils sont un mauvais papa. Donc, à un moment donné, c'est pouvoir dire à la belle-mère, ils pouvaient le dire autrement, mais c'est dire à la belle-mère, écoute, t'es pas à ma place, en gros. Et tu sais pas, je fais ce que je peux, quoi. C'est, voilà. Mais plutôt que de dire comme ça, à un moment donné, c'est quand ils se sentent, fragilisés, rabaissés, c'est une manière de reprendre du pouvoir. C'est une manière aussi de faire taire un peu l'autre, hein. C'est, tiens, tu peux pas comprendre. De toute façon, t'as pas d'enfant. Ça clôt un peu le débat, quoi. C'est, moi, Oui. quand j'ai préparé quand on s'est dit qu'on faisait cette phrase, oui, le premier réflexe que j'avais eu, c'est des parts en moi qui avaient envie d'avoir des punchlines du type mais tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant, ok, tu peux pas comprendre, t'es pas belle-mère en fait. Tu peux pas comprendre, t'es pas en famille recomposée, ou tiens, les psys, ils peuvent pas comprendre les personnes dépressives parce qu'ils ne le sont pas, ou les femmes ne peuvent pas comprendre les hommes. Enfin, j'avais des punchlines comme ça dans ma tête où j'avais envie de dire ça va aller le caquer un peu aux gens qui le disent. Alors je sais que voilà, Ouais, et on se rend bien compte qu'en fait, à aucun moment ça ouvre la discussion, à aucun moment ça permet d'aller justement sur la planète de l'autre, de rentrer en connexion, en lien, de se relier et d'essayer de voir mais qu'est-ce qui se passe pour toi de l'autre côté. Donc effectivement, c'est une phrase, comme tu dis, qui clôt le débat, qui fait taire, voilà. Sauf que quand on fait taire l'autre, c'est pas pour ça que ses émotions se taisent et elles continuent à bouillir et au contraire à peut-être s'exprimer de façon, comme pour ma belle-mère, moins on acceptait, on accueillait, on recevait tout ce qu'elle avait envie de faire valoir dans son rôle de belle-mère, plus je pense elle nous en voulait par Bien ailleurs sûr. d'exister. Ouais, mais moi Donc c'est pour ça que c'est une phrase, tu vois, autant il y a plein de choses où j'ai plutôt une démarche de comprendre tout le monde, tout ça, autant cette phrase elle vient vraiment toucher quelque chose chez moi parce que je vois les conséquences derrière sur les belles-mères que je récupère, que j'essaie d'accompagner, que je vois les conséquences sur la confiance en elles, l'estime d'elles-mêmes, sur leur posture, sur leur émotion. Parce que clairement, derrière, après, c'est hyper compliqué pour elles de s'affirmer, d'oser dire un petit peu ce qui se passe pour elles. Et puis, il y a, pour toutes celles qui sont pas mamans, purée, c'est vachement difficile d'être belle-mère sans être maman. Moi, je voudrais le dire à toutes celles qui nous écoutent et qui sont pas mamans, mais purée, vous êtes des super héroïnes du quotidien, quoi. Parce que du jour au lendemain, elles se retrouvent dans des positions de coparents, à récupérer parfois en plus des conjoints qui sont sous tension, avec avec des enfants aussi qui vont pas bien. Elle se retrouve dans une posture de coparents sans avoir eu 9 mois d'accompagnement avec des sages-femmes, des gynécos qui leur disent ah comment ça va et puis sans avoir la valorisation de la société, c'est-à-dire que quand on devient mère, socialement on change de statut, on n'est plus le statut d'enfant, on devient parent. Ça change beaucoup de choses dans notre construction psychique aussi. Enfin moi je sais qu'à partir du moment où je suis devenue maman, il y a quelque chose en moi qui s'est opéré de l'ordre d'une sécurité intérieure de dire ah ça y est quoi, ça y est, je suis pas que belle-mère et j'ai pas que les défauts et puis tous les inconvénients de la belle-mérité. Enfin, j'ai un truc où là je peux moi avoir de la sécurité, je suis maman, tu vois. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Et ça, on peut pas me l'enlever. Et avec mon enfant, je vais pouvoir faire aussi comme je veux, parce que une belle-mère, enfin, elles sont dépendantes aussi du coup de la maman, du papa. C'est hyper dur comme posture, c'est hyper insécurisant parce qu'on est vachement dépendant finalement du conjoint, de l'ex. Alors si on vient rajouter à ça en plus une petite phrase qui va venir piquer de l'ordre de dire tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant.
mais c'est vachement rude pour elle du coup, d'avoir envie de s'investir auprès des enfants, ouais, de s'investir auprès du conjoint aussi. Ça vient piquer quelque chose. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je réagis pas pareil sur cette phrase que sur les autres parce que je sais que les conséquences derrière, eh ben, elles sont pas les mêmes. Oui, je vois. Je vois, effectivement, c'est quelque chose que moi, en ayant été maman avant d'être belle-mère, j'ai pas subi. Parce que du coup, j'avais cette espèce de confiance un peu inébranlable en moi, où je savais que le regard extérieur et qui est tellement important parfois et que les parents peuvent nous reprocher d'avoir, hein, parce que ça les énerve qu'on puisse voir leur enfant avec un œil avec un tout petit peu de distance. Mais en tout cas, je savais que ce regard-là, on pouvait pas me le reprocher. J'étais alignée en fait. Je sais pas très bien comment expliquer, mais parce alors j'ai pas entendu, tu peux pas comprendre, t'es pas belle-mère, mais j'ai quand même eu, tu peux pas comprendre, t'es pas sa mère. Ça, Oui, ouais, ouais. voilà, et moi, il y avait un côté, non, mais je suis mère. Et alors, pour le coup, moi, j'avais aussi vécu une autre séparation parce qu'on me disait, oui, mais la pauvre, il y a eu la séparation, tu peux, enfin, voilà. Et bah, mes enfants aussi sont le fruit enfin, ils sont pas nés d'une séparation, mais ils ont aussi subi ça. Et donc, j'arrivais à pointer, enfin, j'arrivais avec mes gros sabots en disant, ben, ça, je trouve que ça va pas, ça va, ça va pas. Alors, enfin, je peux tout à fait comprendre on ait pu trouver ça, euh, très pénible. Et en même temps, je trouve que ça donne une réponse un peu. Enfin, j'aimerais que ce soit une réponse quand on dit tu peux pas comprendre, t'es pas sa mère, enfin ou t'es pas ou t'as pas d'enfant, pardon. J'aimerais qu'on puisse répondre si, en fait, je peux comprendre toute une partie des choses parce que je suis belle-mère. Et ce lien-là avec cet enfant-là, toi, tu ne l'as pas. Toi, tu peux comprendre plein de choses parce que tu es papa, et moi, je peux comprendre plein de choses parce que je suis belle-mère. Et autorise-moi ça. Moi, je t'autorise à avoir ton regard de père, ton lien de père, mais autorise-moi aussi à pouvoir observer les choses avec ce pas de côté que toi, tu ne peux peut-être pas faire parce que tu es pris dans ta culpabilité, parce que souvent, après une séparation, il y a beaucoup d'enjeux de culpabilité quand même. Ça peut être de la honte, de la peur, de la colère, enfin, il peut y avoir tellement de choses. Et nous, en tant que belle-mère, on arrive quand même. Alors, on se prend tout ça, hein, le package de tout ce qui s'est passé avant qu'on soit là. Mais on a ce regard, et c'est vrai que ce serait tellement bon qu'on nous reconnaisse cette qualité-là, d'être. Bah, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce petit tableau qu'on avait trouvé sur Facebook, qu'on nous avait envoyé là. Hommage à tous les pères, à tous Oui. les beaux pères qui réparent un cœur qu'ils n'ont pas brisé et qui prennent soin d'un enfant qui n'est pas le leur. Et ben, pour le coup, tout de suite, on avait réagi en disant, mais on devrait pouvoir dire ça aussi des belles-mères, hommage à toutes ces belles-mères qui soignent un cœur qu'elles n'ont pas brisé et qui prennent soin d'un enfant qui n'est pas le leur. Et je trouve que quand on nous renvoie, soit tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant, ou bien soit tu peux pas comprendre, t'es pas sa mère. Enfin, j'aimerais dire, mais justement, euh, ayez de la considération pour le fait que je ne suis pas la mère de cet enfant ou que je ne suis pas maman et que malgré tout, je prends soin de cet enfant. J'ai à cœur de vouloir contribuer. Alors, je vais peut-être faire des erreurs, mais je vais peut-être pas tout faire bien. Peut-être que parfois, je me trompe de cible, mais faisons ça ensemble, en fait. Oui, et puis est-ce que On peut- quand un prof ou un instit va émettre un avis sur l'enfant ou dire quelque chose, est-ce qu'on va lui dire, mais tu peux pas comprendre, t'es pas le parent? Enfin, Oui, voilà, c'est ça. la Mm. belle-mère, elle a un regard différent. Alors souvent, cette phrase, elle est dite quand la personne a l'impression que la belle-mère, elle manque d'indulgence, elle manque Mm. Oui, oui. d'empathie ou de choses comme ça. Et on peut entendre hein, vraiment que ce soit compliqué et douloureux du coup de la part par exemple d'un papa hein, d'avoir ce sentiment-là, d'être jugé ou que la belle-mère manque d'indulgence. Mais alors peut-être
est-ce que c'est possible de dire directement l'intention et Mmh. de dire directement, mais écoute là, ma chérie, j'ai l'impression que t'es rude, que peut-être ça manque de souplesse pour moi. Enfin, pouvoir parler de soi déjà, Mmh. et pouvoir se dire les choses comme ça, parce que euh, ouais, pour moi cette phrase en plus, elle est souvent dite à des belles-mères qui ont envie, en fait, de s'impliquer, qui ont un regard sur l'enfant, qui du coup s'intéressent à l'enfant. Alors, le regard peut être maladroit, peut-être que le regard, effectivement, enfin, euh, il y a une part de vérité, si on peut dire ça comme ça, même si j'aime pas dans cette phrase-là, euh, dans le sens où oui, quand on est parent ou quand on n'est pas parent, on raisonne peut-être un peu différemment. C'est certain même, hein. J'aime pas le dire, mais mais effectivement, avant d'être maman, j'avais plein de vérités et puis de certitudes, et puis je suis devenue mère. J'en ai Oui, beaucoup bah, moins. c'est la fameuse phrase, hein: «Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants». Donc C'est ça. Après, on se rend compte qu'on fait surtout comme on peut. Mais bon, mmh, ce qui n'empêche que quand je dis ça, eh ben, la moi d'avant, maman, tu vois, je sens que je suis en train de la toucher. C'est mmh, fou, hein, parce que la moi de maintenant, maman, quand je m'entends parler, je suis en train d'abîmer mmh. celle que j'étais avant, parce que ça, ouais, ça vient vraiment toucher un truc de l'ordre du tu peux pas comprendre, quoi. C'est, 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 euh, c'est hyper violent, je trouve, comme phrase. Peut-être qu'en fait, dans cette phrase, ce qui est violent, c'est le double tu qui tue. Ah, Tu peut-être, peux oui. pas comprendre, Ah oui, tu n'as pas tu. d'enfant. Pa, pa, pa. Et on parle pas de soi. On dit pas: «J'aimerais tellement que tu comprennes» ou «J'aimerais», bien sûr, on aimerait tout ça: «J'aimerais tellement que tu vois mes enfants comme je les vois moi. Oui. J'aimerais Mm. tellement que tu les aimes comme je les aime moi». Et peut-être qu'en tant que parent, on sait très bien qu'on pourra jamais aimer un autre enfant comme on aime notre enfant. On peut aimer un autre enfant. J'ai une filleule que j'adore, enfin, mais je l'aimerai jamais comme j'aime ma fille, comme j'aimerais jamais ma belle-fille comme j'aime ma fille. Enfin, et donc peut-être que les parents aussi ont à comprendre ça, que euh, tu peux pas comprendre, t'es pas maman ou t'as pas d'enfant. Euh, ben peut-être que oui, mais est-ce que c'est si grave que ça? Euh, Est-ce que aussi on peut pas se dire j'aimerais tellement que tu les aimes comme je les aime, que tu les vois comme je les vois, que tu sois que ton cœur réagisse comme le mien réagit pardon quand je les serre dans mes bras, mais je sais que c'est pas possible et c'est un deuil à faire. Mm, mm. Enfin, peut-être qu'il y a aussi de cet ordre-là en fait, de ce deuil à faire. Que dans la famille recomposée, le couple parental, que ce soit un père avec une belle-mère ou une mère avec un beau-père, ne sera jamais totalement euh, raccord sur le lien qu'on a avec les enfants. Et que ça, ben oui, c'est un deuil à faire de cette imagerie un peu qu'on a du papa, de la maman, des enfants. Alors, bah, il y a des situations où ça peut s'équilibrer, plus ou moins, où chacun trouve une place. Parfois, c'est beaucoup plus difficile de trouver une place. Mais d'ailleurs, je pense que c'est certainement pas en se balançant des phrases aussi, même quand c'est juste de la maladresse, hein, parce que je fais la différence quand elle est prononcée maladroitement ou quand elle est prononcée de façon hostile. Mais même quand c'est juste de la maladresse, enfin, ça n'aide pas du tout à trouver sa place, à trouver l'équilibre et à pouvoir s'accepter les uns et les autres dans le lien qu'on a Mais oui, parce que avec les enfants. c'est comme si ce lien belle-mère-enfant, il était du coup moins beau, moins important qu'une. Il est différent. Pour moi, il est Mm. juste différent. Et après, il y en a hein, qui disent je l'aime comme mon fils ou je l'aime comme Mm. ma fille. Et, euh, et d'ailleurs, il y en a qui finissent par adopter. C'est pour ça que je Ouais, pense à ça. ouais, Hein. oui, c'est Donc, vrai. ouais, ouais, il y en a qui finissent par adopter et qui ont exactement. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai un lien avec mon beau-fils. Mais pour moi, à force d'étiqueter, on empêche la, la possibilité de richesse des différents liens, en fait. Mm. Et cette place de belle-mère, ce lien belle-mère-enfant, pour moi, il est tout aussi beau et précieux. C'est ce qu'on va en faire. Et il peut être magnifique, vraiment magnifique.
Et puis en plus, le lien parental de géniteur quoi, ou génitrice ne garantit pas finalement Non. un beau lien ou un lien juste ou qui aurait un regard objectif. Enfin, le monde et l'histoire du monde est faite de parents qui ont mal aimé leurs enfants et d'enfants qui en ont souffert et ou qui leur ont pas donné. Enfin, et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi là-dedans une injustice, rien que dans cette idée que un parent sait toujours ce qu'il y a de mieux pour son enfant et que nous, bah, si on ne l'a pas enfanté, on ne peut pas savoir. Mm, Je pense que dans toutes les écoles du monde et dans tous les collèges, il y aura tous les profs du monde pour te dire non, non, mm. les parents sont pas forcément toujours les meilleurs alliés. Et donc, c'est vrai qu'il y a être amené tout le temps, en fait, qu'on n'est pas la mère et donc on ne pourra pas l'aimer bien, lui donner ce qu'il faut ou avoir le regard juste. C'est simplement faux. Donc c'est aussi ça qui ferme les discussions quand on part de postulats qui enferment et comme si c'était des vérités indiscutables, alors qu'on devrait pouvoir en discuter. Moi, je pense que en tant que mère, on n'a pas toujours raison. Parfois, on se plante et ce serait bien d'ailleurs d'avoir une petite ouverture d'esprit et de pouvoir entendre la voix d'une autre femme ou d'un autre homme nous dire ben là, je pense que il y a un truc à côté duquel tu passes. Bon, c'est hyper difficile, hein. On est dans une société où on n'élève plus trop nos enfants en tribu. On les élève dans cette espèce de microcosme de la famille, ce système, voilà. Et donc, vu qu'on n'est plus habitué à élever en tribu nos enfants, avant les enfants ils couraient sur la place du village et n'importe quel parent de n'importe quel enfant avait le droit de réprimander entre guillemets n'importe quel enfant en disant ouais vous faites pas ça. Maintenant, c'est plus le cas. Donc forcément, quand il y a quelqu'un de l'extérieur, donc bah, la belle-mère, là, dans notre cas, qui donne son avis, qui émet un jugement, qui tout de suite c'est considéré comme bah, extérieur au cercle et donc nul et non avenu, quoi. Et bah, je pense qu'on ferait bien un peu de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ça, de remettre ça en question, de se dire bah, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui invalide le point de vue d'une belle-mère? Est-ce que c'est parce qu'elle l'a pas porté dans son ventre? Non, enfin, donc, euh, donc oui, après, effectivement, ça permet de reprendre en jeu et de dire, mais qu'est-ce que moi je cherche à dire quand je dis ça? Moi, en C'est tant que ça. père, par exemple, Enfin, je crois que c'est le plus précieux, hein. C'est si on entend ça, je pense que le chemin que moi j'inviterais, c'est savoir qu'est-ce que ça nous fait à nous et après essayer de comprendre ce que ça dit de l'autre, quoi. Et si quelqu'un a envie de le dire, moi je vais inviter la personne vraiment à s'interroger sur qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de dire derrière ça. Mhm. Quelle est son intention? Et Si puis, son intention c'est de piquer, d'abîmer le lien, et puis ouais, si l'intention c'est de couper la relation avec la alors c'est belle-mère, parfait. c'est parfait. Parfait. Par contre, si l'intention c'est de faire sa vie avec cette personne, j'invite à formuler les choses autrement, Mhm. notamment en partant du jeu, effectivement. Enfin, Et puis, du jeu JE, hein. oui, oui, je crois aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut, quand cette phrase vient nous piquer, vient nous faire mal, vient vraiment nous taillader, là, c'est sûrement parce qu'elle vient, ben, comme ça a été le cas pour toi, je pense, c'est parce qu'elle vient répondre à quelque chose qu'on se dit déjà soi-même ou Oui. avec lequel on est déjà un peu en proie. Et moi, j'aimerais aussi rappeler que toutes les nullipares, ce mot est horrible, Mm. et toutes ces femmes qui portent ce mot comme une espèce de truc là, que en fait peut-être elles sont pas mamans encore et peut-être elles le seront jamais par choix ou quoi ou qu'est-ce, qu'importe. Mais en tout cas, elles ont été enfants, forcément, et Mm. elles ont eu des parents, forcément, quels qu'aient été ses parents. Et donc, forcément, elles ont l'expérience d'une relation parent-enfant, Mm. forcément. Et qu'elles peuvent aussi aller fonder leur sécurité, leur confiance en ce qu'elles ressentent, en ce qu'elles ont envie de transmettre à leur homme ou à leurs beaux enfants là-dedans, en disant non, mais je suis pas nulle part comme nullipare, je viens de quelque part.
J'ai été enfant, j'ai été enfant de parents qui ont agi avec moi, j'ai été agi par des parents, enfin, et donc tout ça, je sais, j'ai expérimenté cette relation. Je l'ai peut-être pas encore expérimenté en tant que parent, mais c'est une relation que je connais et on ne me fera pas croire que je ne connais pas cette relation-là. Et ça, je pense que c'est hyper important pour réussir à mettre cette phrase à distance et ce mot qui est horrible nulle part, de se dire non, on ne fera pas de moi quelqu'un qui est de nulle part. C'est pas Et vrai. puis, remettre aussi dans le contexte de chacune, c'est-à-dire quelle place est-ce qu'elles ont en tant que belle-mère, comment elles s'impliquent et tout ça, parce qu'il y en a qui sont terriblement impliquées auprès de leurs beaux enfants et qui expérimentent quand même le rôle de coparents au Oui, quotidien. Donc, oui. c'est vrai que peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est avec cette phrase, se poser la question de qu'est-ce que j'expérimente quand je reçois cette phrase et qu'est-ce que je peux apprendre de ça. C'est-à-dire, si ça vient toucher, c'est déjà probablement que au niveau de la confiance en soi, d'estime de soi, il y a un truc qui est piqué. Ok, bah soit on est attaqué dans notre confiance et notre estime de soi, soit on retourne un peu la caméra et on va prendre soin des parts qui ont été touchées, piquées, pour augmenter notre confiance et notre estime de nous, qu'importe le regard extérieur. Mhm. Voilà, je suis Ouais. tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, moi j'aime beaucoup cette phrase-là. Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter quand je suis touchée par quelque chose? Et Mhm. qu'est-ce que je vais en retenir? Qu'est-ce que je vais apprendre? Je pense que c'est une phrase qui m'aurait beaucoup aidée si justement je l'avais entendue à cette époque-là. Parce que moi j'étais prise dans tiens, j'ai un stimulus extérieur, je suis touchée, je suis pas bien. Et ça s'arrête là. Ça, Mhm. c'était le mois d'avant, d'il y a 10 ans. Et voilà, la mode Moi, elle le est mois revenue. d'avant, c'était c'est pas juste qu'on me dise ça. Ouais, L'autre a dégueulasse. tort, il a pas le droit de me dire ça. Mais voilà. Et oui. Et c'est vrai que bon, après, y a quand on a je dis, enfin, c'est important ce préambule, mais c'est vraiment quand on a la confiance, enfin, quand on n'est pas trop abîmé. Voilà, c'est ça que je veux Mm. dire. Quand on n'est pas trop abîmé par cette phrase, mais par contre que quand même on se dit oh c'est pas cool, mais qu'on n'est pas trop abîmé. Si on est trop abîmé, on prend soin de soi et voilà, on se met de la crème et on s'écoute et voilà. Mais si on n'est pas trop abîmé, je trouve ça intéressant aussi quand même de pouvoir aller vers l'autre et dire mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Qu'est-ce que Ouais. tu veux que j'entende moi? Parce que Mm. quand tu dis ça, tu m'enfermes dans quelque chose et qu'est-ce on va où? Ça sert à quoi de me dire ça? Ouais. Ça sert à quoi? Et je trouve ça quand même important aussi de pouvoir renvoyer l'autre à sa responsabilité de communicant, en fait. Si tu me Oui. dis quelque chose, c'est que tu veux obtenir quelque chose de moi, sinon ne dis rien. Mm. Donc si tu veux obtenir quelque chose de moi, j'aimerais bien que tu me dises quoi, parce que là, quand tu me dis ça, ben je peux juste, enfin, je sais pas quoi faire de ça. Peut-être que Disons c'est que les aussi choix notre, sont limités, attaquer, fuir ou s'inhiber. ouais, c'est ça. Face à une phrase comme ça, soit on attaque, on dit que l'autre est un con, Mmh. soit on s'inhibe, et moi c'est un petit peu ce que je faisais il y a 10 ans, hein, c'est-à-dire que je dis rien. Prends sur toi et voilà, ouais. Voilà, soit on fuit, on dit ciao. Ouais. Voilà. Et oui, il y a sûrement un autre chemin possible. Ouais. Et du coup, j'ai envie presque de m'arrêter sur ce que tu viens de dire parce que Ça me va. Merci à tous et puis n'hésitez pas à continuer la conversation dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Et à nous dire si cette causerie vous a plu, vous a aidé. Et je pense que la prochaine fois, on s'attaque à la fameuse phrase c'est toi l'adulte. ouais, c'est toi l'adulte. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Voilà. À bientôt. Salut!